Ma femme m'a dit, tu es un adulte, fais-toi à manger. Et puis, je ne tiens pas un restaurant ici. C'est exactement ce que j'ai fait. Je m'appelle Antoine, j'ai 32 ans et je suis technicien de maintenance itinérant pour une société d'équipements industriels. La plupart du temps, je suis sur la route, en intervention pour réparer des machines dans des entrepôts, des usines et, parfois, sur des chantiers. Mes journées de travail durent généralement entre 12 et 14 heures, en fonction de la complexité de la panne. Je suis marié à Elodie. Elle a 29 ans et a 2 enfants de son précédent mariage, Yanis, 11 ans, et Chloé, 8 ans. Quand nous avons commencé à nous fréquenter, il y a environ 5 ans, tout semblait parfait. Le week-end, nous cuisinions ensemble, elle essayait de nouvelles recettes trouvées sur Internet, je faisais des grillades au barbecue dans le jardin et les enfants mettaient la table comme si c'était un jeu. Nous dînions en famille, nous parlions de notre journée, nous rions des blagues de Yanis, et Chloé nous montrait ses dessins de l'école. On se sentait comme un vrai foyer, le genre de famille que j'avais toujours rêvé d'avoir. Nous nous sommes mariés il y a 3 ans et, peu de temps après, Elodie a pris une décision importante. Elle a quitté son poste d'employée de bureau pour devenir graphiste indépendante, afin d'être plus présente pour Yanis et Chloé. Je l'ai soutenue sans hésiter car je voyais à quel point il lui tenait à cœur de les accompagner, d'aller les chercher à l'école, de les aider à faire leurs devoirs, d'être là pour eux. Mais à un moment donné, sans que je m'en rende compte tout de suite, les choses ont changé. Progressivement, j'ai commencé à prendre en charge de plus en plus de dépenses. Au début, cela semblait logique, mon salaire était fixe et le sien variait en fonction des missions. J'ai donc commencé à payer le prêt immobilier, les mensualités de la voiture, les courses, les factures, les fournitures scolaires, les frais d'inscription au sport, et tout a fini par reposer sur mes seules épaules. Je me disais que c'était temporaire, que lorsque son activité se stabiliserait, nous retrouverions notre équilibre. Mais les mois ont passé, puis 1 année, puis 2, et rien n'a changé. Je ne m'en suis pas plaint car, pour moi, c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un, on le soutient quand il en a besoin. Mais j'ai commencé à remarquer d'autres choses, des détails infimes mais constants. Le dîner n'était plus prêt quand j'arrivais, même quand je lui envoyais un message pour la prévenir de mon heure de retour. La maison n'était pas en désordre, mais elle n'était plus aussi ordonnée qu'auparavant non plus. C'était comme si peu importait que je rentre dans un endroit propre ou dans un chaos relatif. Elodie passait beaucoup de temps sur son ordinateur portable. Je supposais que c'était pour le travail, mais je la voyais souvent naviguer sur les réseaux sociaux ou discuter avec des amis pendant que les enfants regardaient la télévision. Je ne dis pas qu'elle ne faisait rien, elle s'occupait des enfants et de ses projets, mais j'ai commencé à avoir l'impression d'être devenue invisible, sauf quand il y avait une facture à payer ou quelque chose à réparer. Et puis est arrivé ce jeudi de fin juillet. Je m'en souviens trop bien car ce fut l'un de ces jours qui vous brisent de l'intérieur. On m'a appelé à 6 heures du matin pour une urgence dans une usine à 2 heures de route de la maison. Leur système principal de convoyage était complètement tombé en panne pendant la nuit. L'endroit était un véritable four. Il n'y avait pas de climatisation dans la zone de production, seulement des ventilateurs industriels qui brassaient de l'air chaud. Dehors, il faisait 35 degrés et à l'intérieur, c'était pire. J'ai passé la journée entière coincé entre les machines, rampant sous les structures, vérifiant les armoires électriques, remplaçant des moteurs grillés. Quand j'ai terminé, il était presque 20 heures. Mon t-shirt était trempé de sueur, j'avais les mains pleines de graisse et plusieurs petites coupures à cause des bords métalliques tranchants. Je n'avais rien mangé, à part une barre de céréales que j'avais dans ma camionnette vers midi. Le trajet du retour m'a semblé interminable. La seule chose que je voulais, c'était arriver, prendre une douche et manger un vrai repas. Je suis rentré un peu après 21 heures. Je suis entré et tout était silencieux, à l'exception du son de la télévision dans le salon. Yanis et Chloé étaient dans leur chambre, se préparant probablement à dormir. Elodie était sur le canapé avec son ordinateur. J'ai laissé mon sac de travail dans l'entrée et je suis allé directement à la cuisine. J'espérais qu'il y aurait des restes pour moi. J'ai ouvert le réfrigérateur. Il y avait de quoi faire des sandwichs, des yaourts, une moitié de pizza d'il y a 2 jours qui avait l'air suspecte, mais rien qui ne ressemble à un plat mis de côté pour moi. Je suis resté là quelques secondes, à fixer le frigo ouvert, sentant la fatigue m'envahir jusqu'aux os. Je suis retourné au salon et j'ai demandé à Elodie s'il y avait quelque chose à dîner. Elle n'a même pas levé les yeux. On a mangé à 18 heures, a-t-elle dit,
comme si j'étais censé le savoir. Il y a des trucs dans le frigo. Je lui ai expliqué que je venais de rentrer, que j'avais travaillé 14 heures sous une chaleur écrasante, que j'espérais vraiment autre chose que du pain et du jambon. C'est là qu'elle m'a regardé, mais pas avec compassion, ni avec des excuses, elle m'a regardé avec agacement. Tu es un adulte, m'a-t-elle dit froidement, fais-toi à manger. Je ne tiens pas un restaurant ici. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je suis resté là, à la regarder, attendant qu'elle se rende compte de la cruauté de ses propos, qu'elle adoucisse son ton, qu'elle dise qu'elle ne le pensait pas comme ça. Mais elle est simplement retournée à son ordinateur comme si la conversation était terminée. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas haussé le ton. J'ai juste tourné les talons, je suis retourné dans la cuisine et je me suis préparé un sandwich avec ce qui restait dans le frigo. Je l'ai mangé debout, appuyé contre le plan de travail. Et à chaque bouchée, je sentais quelque chose se briser en moi, une illusion, une attente, l'idée que je me faisais de ce que devait être un mariage. J'ai pensé à mes parents. Mon père a travaillé toute sa vie dans le bâtiment, de longues journées, un travail pénible, et ma mère avait toujours préparé le dîner quand il rentrait. Non pas parce que c'était une obligation, non pas parce qu'il l'exigeait, mais parce qu'elle tenait à lui. Ce n'était pas une question de rôle traditionnel, c'était de l'attention, de la considération. C'était voir son partenaire arriver épuisé et vouloir prendre soin de lui. C'était ce que je croyais avoir avec Élodie. Mais là, debout avec mon triste sandwich, j'ai compris que je m'étais trompé. À quand remontait la dernière fois qu'Élodie m'avait demandé comment s'était passée ma journée et avait vraiment écouté la réponse? À quand remontait la dernière fois qu'elle avait fait quelque chose juste parce qu'elle pensait que ça me ferait plaisir? Je n'arrivais pas à m'en souvenir. Et ce qui m'a le plus effrayé, ce n'était pas le dîner manquant ni la phrase cruelle, c'était la question qui a suivi, n'étais-je qu'un portefeuille à ses yeux? Juste le type qui payait les factures et le prêt immobilier pendant qu'elle vivait la vie qu'elle voulait? Cette nuit-là, je n'ai pas eu de réponse, mais j'ai su que quelque chose s'était définitivement cassé. J'ai fini mon sandwich, j'ai pris une longue douche et je me suis couché en fixant le plafond, pendant qu'Élodie dormait à côté de moi comme si de rien n'était. La phrase continuait de résonner dans ma tête, tu es un adulte, fais-toi à manger. Et j'ai compris qu'elle avait raison sur un point, j'étais un adulte, et il était peut-être temps d'agir comme tel. À commencer par prendre soin de moi, car de toute évidence, personne dans cette maison n'allait le faire à ma place. Seulement, je ne savais pas encore que prendre soin de moi allait prendre une forme très différente de ce qu'elle attendait. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une étrange clarté, comme si mon cerveau avait tout analysé pendant mon sommeil et avait pris une décision à ma place. Je n'allais pas me disputer avec Élodie, je n'allais pas mendier son attention, je n'allais pas implorer son affection. J'allais simplement faire exactement ce qu'elle m'avait dit, prendre soin de moi. Si elle voulait me traiter comme un colocataire qui payait tout, alors parfait, j'allais me comporter comme tel. Ce vendredi-là, je suis parti travailler avant que quiconque ne se lève. En rentrant, je suis passé par le supermarché. J'ai acheté de la nourriture uniquement pour moi. Des choses que j'aimais et que personne ne touchait dans cette maison, un bon morceau de viande, des légumes frais, le café un peu cher que j'évitais toujours d'acheter car cela me semblait une dépense superflue. J'ai aussi acheté une bière artisanale que je voulais goûter depuis un moment. Je suis rentré vers 19 h. Élodie et les enfants avaient déjà mangé quelque chose, je ne savais pas quoi. Elle était de nouveau sur le canapé avec son ordinateur. Je n'ai pas posé de questions sur le dîner, je n'ai fait aucun commentaire. Je suis juste allé dans la cuisine et j'ai commencé à cuisiner. J'ai assaisonné un faux filet épais, j'ai fait chauffer une poêle en fonte jusqu'à ce qu'elle commence à fumer, j'ai fait cuire le steak exactement comme je l'aime, saignant avec une croûte parfaite. J'ai préparé des asperges rôties à l'ail et une pomme de terre au four. L'odeur a rempli toute la maison. J'ai vu Yanis jeter un coup d'œil curieux. Ça sent super bon, a-t-il dit, qu'est-ce que tu prépares? Je lui ai répondu calmement que c'était juste mon dîner, rien de spécial. Une minute plus tard, Élodie est apparue à l'entrée de la cuisine. J'ai senti son regard sur moi pendant que je me servais. Tu as fait de la viande, a-t-elle demandé, et dans son ton il y avait quelque chose. Pas exactement de la tristesse, mais de la surprise. Oui, ai-je répondu comme si c'était la chose la plus normale du monde, j'avais faim après le travail. Elle est restée là à attendre, s'attendant clairement à ce que je lui en propose, mais j'ai pris mon assiette, j'ai sorti une bière du frigo et je suis allé manger dans le petit bureau, qui était devenu mon espace personnel.
Je l'ai entendu retourner dans le salon sans rien dire. Le samedi, je me suis levé tôt et je me suis préparé un petit déjeuner complet, des œufs brouillés avec du fromage, du bacon, des toasts et du jus d'orange. Le genre de petit déjeuner que je préparais pour tout le monde le week-end auparavant. Élodie est entrée en pyjama pendant que je mangeais et a regardé la poêle, déjà lavée et rangée. « Tu as fait le petit déjeuner ?» a-t-elle demandé. « Pour moi, oui », ai-je répondu. « Il y a des œufs dans le frigo si tu veux t'en faire. » Elle est restée immobile, comme si son esprit essayait de comprendre ce qui se passait. « Tu ne vas pas en faire pour nous ?» a-t-elle demandé, et cette fois, il y avait une pointe d'agacement dans sa voix. Je l'ai regardée calmement et j'ai répété exactement ce qu'elle m'avait dit 2 nuits plus tôt, « Tu es une adulte, fais-toi à manger. » Son visage est passé par 3 expressions successives, la surprise, la colère, puis une neutralité forcée, comme si elle ne voulait pas me donner la satisfaction de me voir réagir. Elle a ouvert le réfrigérateur, a attrapé un yaourt et est partie sans dire un mot. J'ai compris que ça allait devenir intéressant. Plus tard, les enfants m'ont demandé si je voulais aller à la piscine municipale avec eux. Je leur ai dit que j'avais des choses à faire, ce qui était vrai, je devais passer au magasin de bricolage. Mais la vraie raison était autre, je voulais faire comprendre que je n'allais plus être automatiquement disponible pour la famille, alors que personne ne semblait se soucier de m'inclure. Le dimanche après-midi, Élodie a annoncé qu'elle allait emmener Yanis et Chloé au cinéma voir un film d'animation qu'ils voulaient voir depuis longtemps. Elle ne m'a pas demandé si je voulais venir, elle m'en a juste informé. D'accord, amusez-vous bien, ai-je dit. Dès qu'ils sont partis, j'ai envoyé un message à mon ami Mathieu pour lui demander s'il voulait qu'on aille manger et regarder le match dans le bar des sports où nous avions l'habitude d'aller avant mon mariage. Nous avons passé un très bon moment, des planches à partager, de la bière, une conversation normale. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas pensé à la maison une seule minute pendant ces 3 heures. Je suis rentré vers 21h30. Élodie était dans le salon, m'attendant les bras croisés. « Tu es sorti ?» m'a-t-elle demandé comme si j'avais commis une faute. « Oui, vous êtes allé au cinéma, alors j'ai rejoint Mathieu. » Son visage s'est crispé. « On ne t'a pas invité parce que tu n'aimes jamais les films pour enfants ?» a-t-elle dit en haussant le ton, « Je pensais qu'on pourrait faire quelque chose en famille aujourd'hui. » Je l'ai regardé sans m'énerver. « Tu as prévu le cinéma sans me demander et tu n'as rien mentionné sur le fait de faire quelque chose ensemble après, comment étais-je censé le savoir ?» Elle n'a pas répondu, elle a juste tourné les talons et est allée dans la chambre. C'est devenu le schéma de la semaine suivante. Le lundi, je suis rentré, j'ai cuisiné pour moi et j'ai mangé seul. Le mardi, Élodie a essayé de faire un bon dîner pour tout le monde, y compris moi, comme pour prouver quelque chose, mais l'ambiance était pesante, artificielle. Le mercredi, j'ai commencé à laver mes vêtements séparément, uniquement les miens, et j'ai laissé les siens et ceux des enfants dans le panier à linge. Le jeudi, Élodie m'a demandé d'aller chercher Yanis au foot. Je lui ai dit que je ne pouvais pas car j'avais un engagement, ce qui était vrai, j'avais pris un rendez-vous chez le dentiste que je repoussais depuis des mois. Elle a dû réorganiser son après-midi pour aller le chercher et elle est rentrée furieuse. « Tu n'as jamais été comme ça » m'a-t-elle dit ce soir-là. « Comme ça comment » ai-je demandé. « Je ne sais pas, distant, indisponible. Avant, je pensais qu'on était une équipe. » Je lui ai répondu, maintenant je comprends que je suis juste le type qui paie les factures et à qui on demande des services de temps en temps. C'est le vendredi soir que tout a vraiment basculé. J'ai commencé à regarder le compte bancaire commun avec plus d'attention. Je ne le faisais jamais avant, car je partais du principe que nous étions 2 adultes responsables. Mais quand j'ai vu les relevés des 6 derniers mois, j'ai senti mon estomac se nouer, des rendez-vous chez l'esthéticienne, de nouveaux vêtements, des produits de soins coûteux, des abonnements mensuels, des commandes de repas à domicile même les jours où je n'étais pas là. Tout était payé depuis le compte commun, le même compte où je versais l'intégralité de mon salaire. Pendant ce temps, les revenus d'Élodie en tant qu'indépendante allaient sur son compte personnel, un compte auquel je n'avais pas accès. Il y avait des dépenses pour les enfants, bien sûr, c'était normal. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est de voir qu'il n'y avait absolument rien de dépensé pour moi. Pas un cadeau d'anniversaire, pas un dîner surprise, pas même un petit détail comme mes gâteaux préférés, ni même un simple livre que j'aurais mentionné. Rien. J'ai regardé ces chiffres, faisant des calculs de tête, et j'ai compris la réalité, je finançais la vie confortable de quelqu'un d'autre, tandis que je continuais à vivre comme un étudiant, en économisant sur tout.
Le compte commun était en fait mon compte, sur lequel tout le monde se servait. Le samedi, j'ai ouvert un compte bancaire séparé à mon nom. Je suis allé à la banque et j'ai tout réglé. À partir de la semaine suivante, j'allais verser sur le compte commun uniquement ce qui était nécessaire pour couvrir ma part réelle des charges du ménage, la moitié du prêt, des factures, des courses. Le reste de mon salaire irait sur mon compte personnel. Quand Elodie m'a demandé pourquoi j'étais resté si longtemps à la banque, je lui ai dit que j'examinais des options d'investissement. Et techniquement, je ne mentais pas, j'investissais dans mon indépendance financière. Ce dimanche-là, j'ai passé presque toute la journée dans le garage, à organiser mes outils et à réfléchir. Yanis est sorti m'aider un moment. Il me passait des clés, me posait des questions sur le fonctionnement des choses, et ce fut la meilleure conversation que j'ai eue avec quelqu'un dans cette maison depuis des semaines. Il ne voulait rien de moi, à part mon temps, et j'ai réalisé que c'était la seule chose que j'aurais voulu d'Elodie aussi. Plus tard, Chloé m'a apporté un dessin qu'elle avait fait de notre famille. Sur le dessin, j'étais debout, un peu à l'écart du reste du groupe. Je ne pense pas qu'elle l'ait fait intentionnellement, elle a juste dessiné ce qu'elle voyait. J'ai collé ce dessin sur ma boîte à outils et j'ai ressenti une profonde tristesse. Même les enfants pouvaient remarquer que je n'avais plus ma place. Cette nuit-là, allongé dans le lit avec Elodie à l'autre bout du matelas comme si nous étions des étrangers, une pensée ne m'a pas quitté, dans cette maison, je n'étais pas un mari, je n'étais pas un partenaire, je n'étais même pas une véritable figure parentale pour Yanis et Chloé. Après 3 ans d'efforts, j'étais un pourvoyeur, une ressource financière, la pièce qui faisait fonctionner la machine, mais qui ne faisait pas partie de la vie que cette machine soutenait. Tout était devenu transactionnel. Je me suis souvenu de la phrase d'Elodie, « Tu n'as jamais été comme ça », et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Avant, je n'avais pas de limite. Avant, je ne demandais pas où allait mon argent. Avant, je n'attendais pas de considération. Avant, je donnais, donnais et donnais, en espérant qu'un jour quelqu'un l'apprécierait. Mais ça ne marche pas comme ça. Les gens n'apprécient pas ce qu'ils ne valorisent pas, et Elodie avait clairement montré que la seule chose qu'elle valorisait chez moi, c'était ma capacité à payer. L'homme derrière le salaire, le type qui travaillait 14 heures sous une chaleur écrasante, le mari qui voulait juste que quelqu'un se soucie de lui s'il rentrait fatigué et affamé, cet homme était invisible pour elle. Et le pire dans tout ça, c'est que je l'avais permis. Je l'avais habitué à me traiter ainsi, en acceptant à chaque fois un peu moins, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien. Mais je n'allais plus continuer. J'étais le sponsor financier de la vie de quelqu'un d'autre, et cette prise de conscience, aussi douloureuse soit-elle, m'a finalement donné la clarté nécessaire pour comprendre ce qui allait suivre. Le lundi matin, j'ai appelé un avocat spécialisé en droit de la famille pendant ma pause déjeuner. Il s'appelait Maître Dubois, un collègue me l'avait recommandé. Il m'a donné rendez-vous pour le mercredi. Ce jour-là, j'ai quitté le travail plus tôt et je suis allé à son cabinet au centre-ville. Il a été direct, sans détour, juste les faits. Nous avons parlé du mariage, de l'argent, des enfants. Quand je lui ai expliqué que Yanis et Chloé étaient issus du précédent mariage d'Elodie et n'étaient pas mes enfants biologiques, il a hoché la tête comme s'il avait déjà entendu cette histoire. Et puis il m'a annoncé une nouvelle qui a été un soulagement inattendu, mes obligations financières étaient limitées. La maison était uniquement à mon nom, mes parents avaient fourni l'apport comme cadeau de mariage pour moi, et j'avais payé seul le prêt immobilier. Les revenus d'Elodie allaient sur son compte séparé. Maître Dubois m'a expliqué que cela jouait en ma faveur. Un mariage de moins de 5 ans, sans enfants en commun, avec un déséquilibre financier clair, une séparation simple était envisageable. Je suis resté assis dans ma camionnette pendant 20 minutes après ce rendez-vous, réalisant que c'était devenu réel. La question n'était plus de savoir si je pouvais partir, la question était de savoir si je devais le faire. J'ai décidé d'avoir une dernière conversation honnête. Ce samedi-là, j'ai demandé à Elodie que nous parlions sans les enfants. Elle s'est tout de suite mise sur la défensive, mais elle a accepté. Nous avons déposé Yanis et Chloé chez sa mère et nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Je lui ai tout dit, la solitude de travailler des journées épuisantes et de rentrer dans l'indifférence, le sentiment d'être traité comme un distributeur automatique, le fait de porter tout le poids financier pendant qu'elle mettait son argent de côté, le fait d'être devenu invisible. Je n'ai pas crié, je n'ai pas insulté, je lui ai juste exposé ma réalité. Elodie a écouté, mais son expression s'est durcie. Quand j'ai fini, elle m'a dit que j'étais trop sensible,
qu'elle avait beaucoup à faire avec les enfants et le travail. Elle a dit que j'avais choisi mon emploi et que personne ne m'y obligeait. J'ai senti quelque chose de froid s'installer en moi. Je lui ai expliqué que ce n'était pas le fait de cuisiner qui m'avait blessé, mais ce que cela représentait, le manque total d'attention. Elle a levé les yeux au ciel, littéralement, et j'ai su que cette conversation ne mènerait à rien. Mais j'avais besoin de lui poser une dernière question, que suis-je pour toi, Élodie? Que suis-je à part l'argent? Elle a ouvert la bouche pour répondre rapidement, puis s'est arrêtée. Le silence a duré 10 secondes, 20 et à la fin elle a dit, tu es un bon pourvoyeur. Elle l'a dit comme si cela suffisait. J'ai tout compris. Pas un mari, pas un partenaire, juste un pourvoyeur. J'ai sorti les documents relatifs à la procédure de divorce et je les ai posés sur la table. Son visage est devenu blanc. Je lui ai dit que j'allais entamer les démarches parce que je ne pouvais pas rester marié à quelqu'un qui ne me voyait que comme un compte en banque. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit que nous pouvions arranger ça, qu'elle pouvait changer. Je lui ai rappelé que je lui avais déjà donné 3 ans pour le faire. Si je dois te forcer à m'aimer, alors ce n'est pas réel, lui ai-je dit. Elle a continué à pleurer, mais je ne voulais plus entendre de promesses vides. Les semaines suivantes ont été tendues. J'ai déménagé dans la chambre d'amis. Élodie alternait entre jouer l'épouse parfaite et exploser de colère. Les enfants ont senti que quelque chose n'allait pas. Un soir, Yanis m'a demandé si j'allais partir. Je me suis assis avec lui et Chloé et je leur ai expliqué qu'Élodie et moi avions des problèmes d'adultes et que nous allions vivre séparément. Chloé m'a demandé s'ils avaient fait quelque chose de mal. Je l'ai rassuré que non, que ce n'était pas de leur faute, que je les aimerais toujours. Yanis m'a demandé s'il me verrait encore. Je lui ai promis que oui. 2 mois plus tard, le divorce a été finalisé. Ce fut rapide. La maison m'est revenue. Élodie a déménagé avec les enfants dans un appartement. Elle a tenté une dernière approche la veille de son départ, elle s'est faite belle, elle a parlé de réserver une table dans le restaurant de notre premier rendez-vous. Je l'ai regardée et la seule chose que j'ai ressentie, c'était de la lassitude. Notre histoire était terminée depuis longtemps, j'avais juste mis du temps à l'accepter. Le lendemain, elle est partie et la maison est devenue silencieuse. C'était il y a 6 mois. J'ai été promu technicien référent avec des horaires normaux. J'ai commencé à aller à la salle de sport, j'ai repris contact avec des amis. Yanis et Chloé viennent un week-end sur 2 et notre relation est saine, sans tension. La semaine dernière, Mathieu m'a demandé si j'étais prêt à rencontrer quelqu'un d'autre. Je lui ai dit que peut-être, mais que cette fois, je n'oublierai pas une chose importante, quand quelqu'un vous dit de prendre soin de vous-même, croyez-le, car il a déjà cessé de s'en soucier. J'ai passé 3 ans à attendre qu'Élodie me voie et elle ne l'a jamais fait, car elle ne le voulait pas. Elle voulait un pourvoyeur. La prochaine fois, je chercherai quelqu'un qui veut être une partenaire. Et si je ne vois pas de réciprocité, je ne perdrai pas des années à attendre qu'elle apparaisse. Je partirai à temps, pendant qu'il me reste encore assez de moi-même pour construire quelque chose de mieux. C'est la leçon que j'ai apprise à la dure, mais au moins, je l'ai apprise. Commentaire, j'espère que cette histoire a fait écho en vous d'une manière ou d'une autre. Parfois, la plus grande preuve d'amour que l'on puisse se donner est de reconnaître sa propre valeur, même quand les autres ne la voient pas. Apprendre à poser des limites claires n'est pas un acte de méchanceté, mais un acte de préservation de soi. La gentillesse et le soutien ne devraient jamais être à sens unique dans une relation saine. Vous êtes le premier gardien de votre propre bien-être et de votre paix intérieure. La véritable guérison commence souvent par une décision courageuse, celle de ne plus accepter une situation qui éteint votre lumière. Choisir la sérénité n'est pas un échec, c'est choisir de s'honorer soi-même. Je vous invite à réfléchir à l'équilibre dans votre propre vie et vos relations. N'oubliez jamais que vous méritez d'être vu, entendu et respecté pour qui vous êtes. Prenez soin de vous, car c'est le point de départ de tout le reste. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.